Au mois de février dernier, OpenAI a mis en ligne Sora, son dernier modèle d'intelligence artificielle capable à partir de textes, d'images ou de vidéos de générer de nouvelles vidéos. Et ce qui a vraiment frappé la communauté sur ces vidéos générées, c'était premièrement la longueur. Sora, c'est à peu près le premier modèle capable de générer des vidéos de longue durée. Par longue durée, j'entends jusqu'à 1 minute de vidéo qui semble cohérente tout le long de la vidéo. Et ça fait vraiment un gros contraste entre OpenAI et d'autres labs de recherche qui proposent des produits de création vidéo, comme par exemple Pika Labs ou Runway par exemple, qui proposent ce genre de service, mais qui sont restés coincés jusqu'à présent à des vidéos de 5 ou 10 secondes. Et vraiment, la problématique, c'était de garder une cohérence dans les vidéos générées, justement parce qu'au fur et à mesure que la vidéo se générait, on perdait de la cohérence dans la vidéo et tout commençait à être flou. Et donc clairement, les modèles n'étaient pas suffisamment stables pour aller plus loin. Et ça, c'était valable dans les produits proposés en ligne, mais c'était également valable dans la recherche, où généralement les papiers de recherche généraient des vidéos assez courtes. Et là, OpenAI avec Sora a réussi vraiment à faire un gros pas. Et du coup, on s'est demandé, est-ce qu'on venait de faire un pas en intelligence artificielle? Est-ce qu'il y avait réellement des progrès? Ou est-ce que c'était simplement une mise à l'échelle? Et surtout, moi, je me suis questionné derrière, en allant regarder l'architecture, je me suis questionné sur, est-ce qu'avec une telle puissance de calcul qui a été déployée pour mettre en ligne Sora, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce que la puissance de calcul utilisée sur Sora a été utilisée à bon escient, ou est-ce qu'on aurait pu en réalité avoir un modèle encore 2 fois plus puissant, 3 fois plus cohérent que Sora? Dans cette vidéo, mon objectif, ce sera de vous montrer un peu les limites que je perçois à Sora, et surtout comment est-ce que je pense qu'on pourrait obtenir des modèles bien plus convaincants dans les mois ou les années à venir. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Sora et de la génération de vidéos. Le gros parallèle qui m'est venu lorsque j'ai réfléchi un peu au domaine de la création de vidéos automatiques, et surtout à la stratégie qu'on essayait d'aborder avec les architectures pour entraîner ces modèles, c'est un gros parallèle entre la génération de vidéos telle qu'on la conçoit aujourd'hui et Flatland. Flatland, c'est un livre de 1884 environ qui parle de la quatrième dimension précisément, mais qui essaye de l'aborder sous le prisme de la deuxième dimension vers la troisième dimension. Et en fait, ce que fait l'auteur dans ce livre, c'est qu'il essaye de plonger le lecteur dans le point de vue d'une société qui vit dans la deuxième dimension et qui essaierait d'aborder la troisième dimension. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que pour un individu qui vivrait dans la deuxième dimension, aborder la troisième dimension, c'est quelque chose de très compliqué. En fait, et c'est la même chose en fait pour nous en tant qu'humains, lorsqu'on essaye de réfléchir à une quatrième dimension potentielle. Notre seule manière de concevoir cette quatrième dimension, c'est de l'imaginer dans un espace euclidien. Mais du coup, ce qui revient à penser la quatrième dimension dans la troisième dimension, telle une projection dans la troisième dimension. Et faire cet exercice-là, c'est assez compliqué de réfléchir à cette quatrième dimension. Et de la même manière, par contre, c'est assez simple d'essayer d'imaginer, et c'est pour ça que l'auteur dans Flatland prend ce contexte-là. C'est beaucoup plus simple une fois qu'on vit dans la troisième dimension, d'imaginer ce que donnerait la troisième dimension telle que perçue dans la deuxième dimension. Ça devient plus simple de le faire parce qu'on a la compréhension des deux dimensions et qu'on vit dans la troisième dimension. Et pourquoi est-ce que je parle de Flatland? La raison pour laquelle je parle de Flatland, c'est qu'on peut faire un parallèle clair en fait entre la manière dont est entraîné les modèles de création de vidéos, ou en tout cas une grosse partie, avec Flatland. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, ce qu'on essaye de faire lorsqu'on génère des vidéos dans un espace 2D, donc dans une image, c'est concevoir la troisième dimension sans réellement la générer, mais on a en réalité besoin de cette troisième dimension pour générer des images qui sont cohérentes. La raison étant que pour générer des images cohérentes, on a besoin d'un physical engine, d'un modèle physique de l'environnement. Ce modèle physique de l'environnement, si on veut en créer un cohérent, l'objectif c'est que normalement il ne devrait pas être dans une image. Ce modèle physique devrait pouvoir être dans un environnement 3D, parce que c'est bien un modèle physique 3D qui peut ensuite être projeté dans une image. Réaliser un modèle physique 2D ne permet pas de reproduire toutes les propriétés qu'on a dans un modèle physique 3D. Ce qui fait que Sora, en réalité, ce qu'il est en train d'apprendre, c'est qu'il est forcé à apprendre un modèle physique 3D pour pouvoir générer des images cohérentes en 2D, sauf qu'il est coincé dans la deuxième dimension. Il est coincé dans un espace 2D alors qu'il doit raisonner
dans un espace 3D. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder l'architecture de Sora. Donc, on n'a pas énormément de détails sur l'architecture. C'est ce qui est fourni dans le Technical Report. C'est qu'on voit en fait que pour générer une image, donc une vidéo, c'est un ensemble ici du coup les ensembles de frames qui existent dans la vidéo. En réalité, du coup, ce qui va se passer, c'est que pour chaque image va être découpée en plein de petits patchs. Et à la fin, on va également avoir du coup plein d'images. Donc, on va avoir énormément de patchs par image et encore plus de patchs parce qu'on va avoir un ensemble de séries de patchs pour chaque image de la vidéo. Et ce qu'on peut imaginer, c'est qu'ici, ils ont forcément rajouté des positional encoding, des positions pour indiquer au modèle la position spatiale et temporelle de ces éléments. Et donc, c'est là où on peut ensuite faire des suppositions sur exactement la méthode qui a été utilisée. On peut supposer, par exemple, qu'ils ont qu'un token, au lieu de représenter simplement un patch d'une image, ça représente en réalité un patch de 3, 4, 5 images, par exemple, consécutives pour pouvoir compresser un peu de l'information et rendre le calcul plus abordable. Mais en gros, c'est un peu l'idée de se dire que la dimension qui a été rajoutée, ça a été une dimension temporelle et non une dimension spatiale. Et ici, c'est vraiment un choix stratégique en quelque sorte dans l'entraînement de se dire qu'est-ce qu'on veut rajouter. Est-ce qu'on veut rajouter de la puissance de calcul pour la temporalité ou est-ce qu'on veut rajouter une nouvelle dimension pour la spatialité. Le problème, c'est que si on rajoute de la spatialité, on n'a pas forcément rajouté de la temporalité et du coup, on n'est pas capable de générer de la vidéo. Par contre, et c'est là que c'est important de se dire, c'est que pour ensuite générer quelque chose de cohérent ici, il va falloir malgré tout, à l'intérieur de ces tokens, donc ces tokens-là représentent à droite, les tokens XT représentent clairement dans les informations qu'ils doivent stocker dans leurs embeddings, ils vont devoir stocker une dimension temporelle. Et donc ici, la question, c'est est-ce qu'il existe une méthode qui permettrait de explicitement représenter cette information à l'intérieur d'un espace à 3 dimensions pour pas que le modèle ait à compresser cette information dans un embedding. Donc pour bien comprendre un peu ce concept de réfléchir en fait à un monde 3D dans un espace 2D, on peut reprendre simplement l'exemple de la génération d'images. Et notamment, la génération d'images via un processus de diffusion que j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. La génération par un processus de diffusion, ce qui est utilisé notamment du coup pour générer des images avec par exemple Midjourney qui utilise ce processus et bien d'autres acteurs également, mais qui est également utilisé par Sora pour la génération de vidéos. Si on génère simplement une image, l'objectif c'est vraiment de supprimer du bruit d'une image d'entrée, d'un espace latent qui nous est donné mais qui est bruité, et l'objectif c'est de générer une nouvelle image non bruitée et on va faire un cycle comme ça pour générer à la fin une image réaliste. Et donc ici j'ai mis vraiment les dimensions pour qu'on se rende compte, c'est à dire que si l'objectif c'est de générer une image, non pas une vidéo, on parle pas de vidéo ici, on parle d'une image, on part d'un bruit à l'initial et on va générer ensuite une nouvelle image non bruitée. Maintenant imaginons, et c'est ici qu'on peut imaginer si on était dans un monde cette fois simplement 1D, mais qu'on voulait générer une image en 2D. Et du point de vue du modèle, ça donnerait ça. Ça voudrait dire qu'on a une image d'entrée bruitée. On va changer complètement sa taille. Donc on fait déjà une réduction de la dimension, on la divise par 2, mais on va simplement garder un vecteur 1D qui a quand même un espace latent C. Donc avant, c'est simplement que l'espace latent C qu'on va avoir, il va être 128 fois C. Donc ça veut dire que c'est la largeur multipliée par le vecteur latent initial. Le vecteur latent initial, l'embedding c'était de C. Ensuite, si on transforme ça en un vecteur 1D simplement, on va avoir du 128 par 128 par C. Et donc ce qui se passe ici, c'est que on a complètement supprimé une dimension spatiale et on va simplement demander au modèle de stocker sa compréhension spatiale à l'intérieur de son embedding. On peut faire ça, donc on peut ensuite lancer l'ensemble de nos calculs en ayant supprimé complètement une dimension. Et la problématique en fait, c'est que lorsqu'on va faire ça, ce qui se passera, c'est qu'à la fin, on pourrait ensuite demander au modèle, une fois qu'il a fait l'ensemble de ses calculs, on pourrait réagencer complètement cette dernière dimension pour réintroduire la dimension spatiale à la fin. Et en fait, si on faisait ce test-là, en fait, on pourrait se rendre compte à quel point est-ce que ça va être difficile, on pourrait clairement mesurer en fait une perte de performance dans le modèle au moment où on lui a supprimé sa dimension, au moment où on lui a demandé de travailler avec une dimension au moins que le problème qu'il essaye réellement de traiter. Et même si c'est pas exactement similaire dans le cas de OpenAI et du modèle Sora, on peut se rendre compte en fait que la tâche en fait qu'on essaye de résoudre qui est en 3D, en fait c'est un peu une dimension que auquel le modèle n'a pas accès et il est obligé de stocker cette compréhension-là à l'intérieur
de ses embeddings et de son espace latent. Et c'est ici, en réalité, qu'il y a une vraie sous-performance. Ici, c'est quand même important de souligner le fait que c'est normal qu'on en soit encore à cette étape. Le domaine de la création vidéo reste relativement récent dans le sens où il y a encore un an, on se battait pour faire des images réalistes et c'est que récemment qu'on a découvert qu'on commence à avoir atteint un certain seuil de génération d'images qui peut nous permettre non pas simplement de générer une image mais de générer des vidéos. Mais ce qui est ici important par contre de reconnaître, c'est qu'on a simplement dans cette transition, pour le moment, on s'est simplement inspiré de ce qui marchait en traitement naturel du langage, en compréhension d'images. Et on a mixé l'ensemble de ces concepts. On sait que les architectures de type Transformers fonctionnent pour l'image. On sait comment est-ce qu'on a passé à l'échelle des modèles de traitement naturel du langage pour obtenir de très bons résultats sur les architectures GPT, sur d'autres gros modèles de langage. Et on a mixé donc ces deux concepts pour faire la génération vidéo. Et en fait, c'est simplement, je pense que ce qui est important à comprendre, c'est que le moment où on passe à la génération de vidéo, on commence à introduire un nouveau concept qui est donc cette énième dimension, la dimension 3D qui a à comprendre alors qu'on est dans un monde 2D, lorsqu'on est dans l'image et qu'on essaye de passer à l'échelle. Et que prendre en compte cette troisième dimension, ça va demander de nouvelles compétences, de nouvelles choses à rajouter dans le modèle pour qu'il puisse comprendre cette troisième dimension. Et c'est cette étape-là qui n'a pas encore été faite et qui n'a pas été inclue lorsqu'on a passé Sora à l'échelle. La raison pour laquelle OpenAI a malgré tout essayé de passer à l'échelle, c'est parce qu'il voyait réellement un potentiel, un gros gap entre les résultats qu'on obtient avec de simples petits modèles de génération de vidéos et il voyait vraiment ici un gros gap et un gros potentiel de performance à obtenir en passant ce modèle à l'échelle. Par contre, et en fait ici, il reposait vraiment sur l'intuition qu'on va simplement rajouter plus de données, un modèle plus gros, et on va réussir à résoudre le problème. Et dans un sens, ils ont quasiment eu raison, dans le sens où on a vu vraiment à quel point est-ce que c'est différent lorsqu'on passe ces modèles à l'échelle. Par contre, ça me fait du coup questionner sur qu'est-ce que le modèle a dû apprendre lorsqu'il a fait ses tâches. Il a dû apprendre donc forcément à générer des choses cohérentes, mais on voit en regardant les vidéos qu'il a également dû apprendre à gérer la caméra. Donc il est capable de générer différents types de caméras, différentes focales en quelque sorte. On peut lui demander des tailles des focales différentes et le rendu de l'image sera différent. Donc il a dans un sens du coup appris une sorte de rendu en fonction d'une projection, en tout cas même si en interne il ne fait pas une réelle projection sur une lentille, il a appris un peu ce type de concept, tout comme on l'avait appris lorsqu'on fait de la génération d'images, bien entendu. Mais il a gardé en gros ce concept. Il a appris le concept de déplacement de caméra, le concept de déplacement de personnage. Il a un certain sens des occlusions. Lorsqu'un objet passe derrière un autre, il réapparaît correctement et de manière consistante. J'ai vu dans pas mal de vidéos. C'est pas encore parfait, mais on voit que le modèle a commencé à apprendre ce type de phénomène. Mais par contre, il faut se rendre compte qu'en fait, l'ensemble de ces concepts qu'il a appris sont appris de manière implicite. Dans implicite parce que en fait, l'ensemble de ces concepts sont fusionnés à l'intérieur du modèle. Le modèle, en gros, ne nous expose pas la connaissance qu'il a de ces différents concepts, de ces différents objets, de la position de la caméra dans la scène. On ne va pas être capable de contrôler la position de la caméra dans son environnement. Tout ça, ça a été mis de manière emmêlée. On parle en anglais de entangle et disentangle information. Donc tout ça, c'est emmêlé à l'intérieur du modèle, si bien qu'on ne peut pas forcément y accéder. C'est le modèle qui a dû apprendre ces informations. Et la question ici, c'est est-ce que c'est utile pour le modèle d'apprendre ces informations? Par exemple, est-ce qu'on veut qu'il apprenne les différentes focales d'un appareil photo ou est-ce que c'est quelque chose qu'on voudrait lui donner? On voudrait simplement lui dire voilà comment fonctionne la projection sur une image. On n'a pas forcément envie que tu apprennes toi-même à faire ces projections. Voici comment est-ce qu'on déplace une caméra dans l'espace. On n'a pas forcément envie que tu apprennes à faire ce déplacement-là toi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons. La première, c'est que ça soulagerait le modèle, dans le sens où il aurait moins de choses à apprendre. Et surtout, on pourrait contrôler l'ensemble de ces choses. C'est-à-dire qu'on pourrait, au lieu que ce soit le modèle qui le fasse, on pourrait nous se dire, laisse-moi contrôler la position de la caméra, laisse-moi contrôler la manière dont je vais projeter les informations sur cette caméra, et concentre-toi à apprendre l'essentiel qui est un monde 3D cohérent. Et si je te le demande, on va pouvoir ensuite générer différentes images. Et l'objectif et le point auquel je veux venir avec ça, c'est que lorsqu'on passe à l'échelle, il y a une importance à déterminer qu'est-ce qu'on veut que le modèle apprenne. Deux objectifs à ça. Le premier, c'est faire en sorte que le modèle se concentre sur les bonnes choses et donc soit plus intelligent à calcul constant
pour apprendre ces différents concepts. Et la deuxième, c'est obtenir un modèle utile. Par modèle utile, j'entends un modèle qui puisse être utilisé par l'industrie. Parce que Sora de OpenAI, actuellement, ne pourrait pas être utilisé par une industrie de jeux vidéo ou même de création vidéo. La raison étant que on ne peut pas assez bien le contrôler. Ça reste une black box. Certes, on peut contrôler des images d'entrée, on peut contrôler des loops. Je suis conscient de tous ces concepts qui ont été introduits par OpenAI dans leurs articles, mais ça reste que si on imaginerait déployer OpenAI, Sora de OpenAI, je ne pense pas que le modèle tel qu'il est actuellement puisse être réellement utilisé par l'industrie pour quelques tâches que ce soit, justement parce qu'il y a ce type de problème et qu'on ne peut pas accéder à ces propriétés-là. Non seulement on ne peut pas y accéder, mais il y a aussi d'autres choses, c'est que les images en elles-mêmes, malgré tout, il y a toujours des artefacts. Il y a toujours des artefacts, et le fait que ce soit non pas seulement une image, mais une vidéo complète, une image, on pourrait très bien la retoucher. Il n'y aurait pas de problème. Une vidéo, aller retoucher tous les détails qui ne vont pas dans toute une vidéo, ça serait un problème, ça serait quelque chose de très laborieux, et j'ai des doutes ici qu'on ait franchi vraiment suffisamment une qualité dans la génération de ces vidéos-là pour qu'à la fin, une entreprise se dise je vais utiliser ce type de vidéo, malgré tout le contrôle qu'elle perd vraiment sur le processus de création derrière. Néanmoins, et c'est important de le rappeler, c'est que l'objectif d'OpenAI, c'est de créer une intelligence artificielle générale. Et donc, bien entendu, leur objectif à eux, peu importe en fait si la connaissance peut être accédée et on peut interagir avec le modèle de manière plus explicite, leur objectif, c'est de faire émerger cette compréhension du monde avec une tâche, avec un apprentissage de bout en bout. Donc, on design simplement une tâche qui permet automatiquement de faire émerger cette connaissance. Et je pense que c'est ici que malgré tout, il y a quelque chose qui est sous-optimal, c'est que ce qu'on veut vraiment qu'une intelligence artificielle générale apprenne, c'est pas forcément la génération de la vidéo finale de l'image qui fait un beau rendu, c'est surtout un monde 3D cohérent dans lequel l'intelligence artificielle pourrait raisonner. Et le rendu de ce monde 3D, c'est en fait quelque chose qui devrait simplement être adressé à un autre modèle ou simplement un décodeur qui fait le rendu final pour que ce soit utilisable pour l'industrie, pour qu'on puisse ensuite comprendre ce que le modèle comprend lui-même. Mais en fait, ce que je dis, c'est que générer l'image finale, le rendu final, c'est quelque chose qui demande extrêmement de puissance de calcul et de connaissance pour le modèle qui n'aurait pas normalement à apprendre. Une des solutions, cependant, que j'ai identifiées, mais il pourrait avoir cette solution, mais ça pourrait également être d'autres solutions. L'objectif, ça va être de trouver une paramétrisation des tokens dans l'espace pour faire en sorte qu'ils puissent représenter correctement la troisième dimension, tout en ayant certaines propriétés pour faire en sorte que ça puisse passer correctement à l'échelle et que ça n'augmente pas de manière exponentielle la puissance de calcul nécessaire. Une des méthodes qui est intéressante et qui va dans cette direction, c'est Explain, a Fast Representation for Dynamic Sense. Explain, ce qu'ils vont faire, ça a été notamment utilisé dans les NeRF, dans les Neural Radiance Field. L'objectif des NeRF, c'est de pouvoir, à partir d'une vidéo qui a été fournie en entrée, de pouvoir à partir d'une vidéo plus des positions de caméra qui ont été utilisées pour filmer la scène, ça va être de compresser cette information pour faire en sorte qu'on puisse ensuite dynamiquement compresser de manière implicite l'ensemble des informations de la scène pour qu'ensuite on puisse se déplacer avec une caméra et choisir comment est-ce qu'on veut se déplacer. Et en fait, ce qui se passe dans les NeRF, c'est qu'ensuite, ils ont commencé à se poser la question de comment est-ce qu'on peut, en plus de représenter des scènes statiques, comment est-ce qu'on peut représenter des scènes dynamiques. Et du coup, c'est là où la littérature sur le NeRF est extrêmement intéressante, c'est qu'il y a déjà eu un peu ce genre d'études de se dire comment est-ce qu'on peut compresser de manière efficace de l'information spatiale et temporelle à l'intérieur d'un réseau. Et Explain, c'est exactement ce type d'études qu'ils vont faire où ils vont se dire, au lieu de simplement générer, au lieu de stocker simplement de l'information dans l'espace latent de manière non contrôlée et ensuite d'espérer pouvoir, à partir d'une position de caméra, reproduire ce qui se passe dans la scène, on va forcer le réseau. Donc on va littéralement le forcer à stocker l'information d'une certaine manière. Et plus précisément, ce qu'on va le forcer à faire, c'est qu'on va le forcer à avoir différentes représentations pour chaque plan de l'espace 3D. Donc il faut vraiment imaginer, et c'est un peu similaire aussi avec ce qui se passe en voiture autonome, c'est qu'on va par exemple des fois le forcer à représenter le monde en vue de dessus.
Donc en voiture autonome, c'est souvent ce qui est fait, c'est qu'on se dit ce qui nous intéresse en fait pour conduire, on peut le résumer, au lieu de le représenter dans l'espace de l'image, on peut en fait le résumer en vue de dessus, ce qu'on appelle une bird view. La vue de dessus nous permet de dire, ok, en fait ce qui nous intéresse dans les informations, c'est la route, c'est les différents obstacles et comment sont positionnés, et si on raisonne dans cet espace 2D toujours, mais c'est simplement une nouvelle représentation en vue de dessus. Si on raisonne dans cet espace 2D, on sera capable d'avoir une intelligence spatiale. Et l'idée ici de Explain, c'est un peu similaire, c'est de se dire on va représenter le monde 3D, l'ensemble des informations du monde 3D en vue de dessus, mais également en vue de côté et en vue de face. Et il rajoute dans Explain une autre dimension qui est pour chaque dimension de l'espace euclidien son intersection avec également la temporalité. Et donc, lorsqu'ils vont combiner l'ensemble de ces plans, donc au final, il va y avoir 6 plans qui vont être représentés, et 6 plans représentant à chaque fois un slice, soit complètement dimensionnel, soit dimensionnel et temporel, en fusionnant l'ensemble de ces plans, ils vont pouvoir obtenir une représentation bien plus efficace pour compresser de l'information spatiale et temporelle. Et ici, ce qui est clair, c'est que ça reste un gros challenge à pouvoir généraliser ça correctement pour l'utiliser dans un contexte de génération vidéo complète, notamment parce que cette technologie, à la base, quand elle a été utilisée, c'est une technologie de compression, dans le sens où on a déjà une vidéo à l'origine, et on va compresser cette information pour ensuite le réutiliser des poids fixes pour pouvoir ensuite les utiliser pour générer une nouvelle vidéo, mais de manière dynamique, où on peut cette fois contrôler le position de la caméra ou même la position temporelle dans cet espace latent. Ici, la différence, c'est qu'on voudrait dynamiquement créer une représentation à partir d'un prompt, entrée, du texte, une image ou une vidéo. On voudrait dynamiquement recréer cet espace pour ensuite pouvoir interagir avec celui-ci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à avoir des approches qui se focalisent vraiment sur ce problème-là. C'est par exemple le cas du papier Text to 4D Dynamic Scene Generation qui utilise directement les idées qui ont été incluses dans Explain pour pouvoir les intégrer dans un modèle génératif. Et ici, les scènes qui vont être générées restent ici très simples, hein. C'est des scènes très simples où il y a simplement un objet au centre et on va pouvoir ensuite se balader autour de cet objet. Mais je pense que ces approches nous montrent un peu un aperçu de quels sont les résultats qu'on peut obtenir lorsqu'on essaye, on force le réseau à générer un espace latent contraint par des lois de la physique. Et je pense que c'est là où, si on passe en fait ce genre d'approche à l'échelle, on aura des réseaux qui vont se focaliser sur la bonne chose, c'est-à-dire générer des espaces 3D cohérents, leur rajouter, faire évoluer cet espace 3D dans le temps pour avoir des objets qui se déplacent et avoir des objets qui pourront plus facilement être contraints par des lois physiques, parce que pour le modèle, ce sera plus facile d'observer la position des objets dans cet espace parce qu'il sera contraint de les positionner correctement dans un espace 3D et de raisonner à l'intérieur de cet espace, contrairement à lorsqu'il doit compresser l'ensemble des informations 3D dans un embedding, dans une image seule. Et donc, non pas que je peux pas prédire le fait que ce soit ce type d'approche ou même précisément Explain qui va percer pour l'architecture qui permettra la nouvelle génération de modèles pour la génération de vidéos, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a en ce moment énormément de recherches qui travaillent à l'utilisation pour inclure cette dimension spatiale à l'intérieur des modèles et faire en sorte que cette dimension spatiale contraigne le réseau à raisonner de manière cohérente et pour obtenir ensuite à la fin des images qui pourront devenir ensuite réalistes à la suite de ces différents travaux. Pour finir, je souligne quand même que malgré le fait qu'ici que je me projette sur la prochaine étape après Sora et l'évolution de ces types de modèles, ça ne veut pas forcément dire que je remets complètement en cause Sora et que je dis que c'est pas du tout un bon modèle ou une bonne approche. C'est simplement que j'essaye contrairement à toute la hype qu'il y a eu autour de ce modèle, de proposer un peu un avis un peu plus critique sur l'état actuel de ce modèle et sur comment est-ce qu'on pourrait imaginer faire encore mieux pour obtenir quelque chose qui puisse réellement être un outil utilisable par l'industrie et même potentiellement utilisable pour pouvoir obtenir des modèles plus intelligents qui se focalisent sur les bonnes choses pour la création d'un modèle physique appris de manière implicite pour, pourquoi pas, une intelligence artificielle générale.